Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Mathieu Bock-Côté qui va être justement au Québec dans le temps des fêtes à Noël. Est-ce que tu te verrais, toi, rater le Noël au Québec? Il me semble que ça fait tellement partie de notre culture. Et non, j'en serais incapable. Il y a toujours la possibilité pendant les fêtes d'aller ailleurs. Pour certains, moi, j'en suis incapable. J'ai besoin d'être chez moi, j'ai besoin d'être là parmi les miens. J'aime par ailleurs, moi qui aime pas la neige en général, je l'aime jusqu'au 1er janvier. Après ça, elle pourrait partir, mais quelque part entre le 1er décembre et le 1er janvier, je trouve qu'elle est la bienvenue. Elle n'est pas encore agressive, elle n'est pas agressante. Bon, c'est très bien. Non, j'aime Noël chez nous. Puis ça vient avec tout, c'est tout un environnement musical, c'est tout un environnement, c'est des souvenirs qui remontent. C'est une espèce de joie flottante dans l'air. Donc, c'est l'occasion. Chanter Minuit chrétien, on peut le faire chez nous, on peut le faire en France aussi. À l'extérieur, déjà, ça devient plus étrange. Donc, quoi qu'il en soit, non, j'aime beaucoup Noël au Québec. Et 23 décembre, de Beau Dommage, me semble. Ça, j'adore. Ça, je l'adore absolument. Je me suis fait demander récemment dans le cadre d'un entretien pour la revue Une certaine idée. Tu sais, on testait si j'étais plus québécois ou plus français. Évidemment, la réponse, c'est plus québécois, c'est le moins qu'on peut se dire. Puis on me demandait, est-ce que vous préférez Jean-Jacques Goldman ou Beau Dommage? Puis là, j'ai dit, mais c'est Beau Dommage, ça va de soi, pour 23 décembre. Je trouve que 23 décembre, c'est la chanson, tu me pardonneras la formule, la chanson québécoise la plus québécoise qu'il y a eu. C'est-à-dire, c'est une chanson qui, tout l'univers, tu sais, Dupuis frère, le type de Noël organisé, Doug Harvey. Tu sais, faut avoir mon âge pour savoir qui était Doug Harvey, même s'il jouait plus quand j'étais là. Donc, je suis très attaché à cette espèce de mémoire, une fille tout nue qui se cache les fesses avec les mains. Tu sais, c'est magnifique, les images. Je trouve que c'est une plongée dans la culture populaire québécoise, on pourrait dire francophone montréalaise, mais que tout le Québec s'est réapproprié. Je l'écoute, je l'écoute à l'année longue, mais plus encore en décembre. Écoute, une petite anecdote que tu connais, Mathieu, c'est qu'à un moment donné, Pierre Huet, qui a écrit la chanson 23 décembre, est venu souper chez nous le 23 décembre. Et il est arrivé avec comme cadeau, il avait écrit les paroles de la chanson là, de façon calligraphique qui est encadrée maintenant chez moi. Les paroles 23 décembre de Pierre Huet, c'est assez particulier, mais c'est vrai que c'est une très belle chanson. Moi, je peux dire... oui, vas-y. Non, vas-y, continue. Non, mais j'allais dire un dernier mot là-dessus, en fait. C'est que pour moi, le 23 décembre, puis Beau Dommage, puis surtout ce moment, c'est vraiment tu sais, il y a un son propre à chaque pays. On en avait parlé pour les Cowboys fringants. Puis moi, quand je veux entendre le son du Québec, cette chanson-là le représente parfaitement. Oui. Moi, j'écoute ça, puis je sais que je suis quelque part d'une manière ou d'autre connecté à mon pays. C'est la fin et là, j'ai attendu à Beau Dommage. Tout à fait. Écoute, ça fait 50 ans qu'a été publié L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. Pour toi, c'est un monument? C'est le moins qu'on peut se dire. Solzhenitsyn est un monument, l'archipel du Goulag est un monument, la roue rouge aussi, on pourrait dire assurément. Alors, qu'est-ce que c'est l'archipel du Goulag? En fait, c'est la mise en récit littéraire, parce que c'est une œuvre littéraire, il ne faut jamais l'oublier, de l'expérience concentrationnaire du 20e siècle, avec une thèse forte qui est présente chez Solzhenitsyn et qui, à mon avis, continue de travailler les sociétés contemporaines. Parce que Solzhenitsyn se questionne sur le totalitarisme. Il se questionne sur le communisme totalitaire. Et il dit, quel est le propre du totalitarisme? Quelle est la nature propre? Et pour lui, c'est ce que alors je le dis avec mes mots, mais je pense bien écrire sa pensée, c'est l'institutionnalisation du mensonge. C'est une société qui vit désormais dans la conservation d'un dogme à tout prix. Et pour conserver ce dogme à tout prix, le mensonge, et parce que ce dogme s'éloigne toujours plus de la réalité, c'est la nature des choses, eh bien, le mensonge se radicalise au fil du temps. Et dans cette logique, il faut punir ceux qui ne respectent pas ce mensonge public. C'est la loi de l'omerta. Vous mentirez tous ensemble. Et il y a une formule de Solzhenitsyn qui est présente, je crois que c'est d'ailleurs dans l'archipel du Goulag, si je me trompe pas, et c'est « ils mentent ». Nous savons qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils... et ainsi de suite, et ils mentent encore. Et ça, pour moi, c'est une phrase fondamentale. On le voit dans les pays qui font l'expérience aujourd'hui de la crise de la diversité, entre guillemets, du multiculturalisme, de la théorie du genre, et ainsi de suite. On le voit sur la question de l'insécurité en France, on le voit un peu partout. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est un mensonge institutionnalisé comme jamais. Et ça, Solzhenitsyn a compris ça. Et puis quand on lit l'archipel du Goulag, je dirais qu'on a une plongée dans cette psychologie-là au cœur d'un chef-d'œuvre littéraire. Écoute, il a fait presque une job de journaliste, puis après ça, il en a fait un roman à partir des données qu'il a amassées. Est-ce que c'est comme ça qu'il a travaillé? Ouais, en fait...
C'est compliqué quand même écrire de tels livres à l'époque de l'URSS. Tu sais, faut juste comprendre que c'est un enjeu, réussir à l'écrire, accumuler les informations, accumuler les faits, puis ensuite il y a l'histoire de la publication. Faut pas se tromper, Claude Durand a écrit, de mémoire, qui était l'éditeur de Solzhenitsyn pendant plusieurs années, a écrit un beau livre sur ces questions-là. De mémoire, c'est éditeur Solzhenitsyn ou quelque chose comme ça. Puis il raconte aussi la réception du livre en Occident. La réception, parce que qu'est-ce qui se passe quand on publie ça? Les communistes en Occident qui sont attachés à l'URSS disent c'est faux, c'est un mensonge, c'est pour faire le jeu du capitalisme, c'est pour faire le jeu de la contre-révolution, de la réaction, du fascisme. Il va y avoir toute une espèce de querelle autour de Solzhenitsyn après la réception du livre. On va dire c'est faux. Là, il y a une génération de jeunes intellectuels qui vont s'emparer positivement de son œuvre. On peut penser à Glucksmann, à Bernard-Henri Lévy, qui vont dire là, Solzhenitsyn a dénoncé le totalitarisme et donc c'est ceux qu'on appelle les nouveaux philosophes. Il dit Solzhenitsyn, prophète des droits de l'homme. Mais là, ils découvrent au même moment, ou quelques années plus tard, que Solzhenitsyn, c'est pas exactement non plus un libéral de gauche. C'est probablement, j'utilise le mot de manière formelle, sans qu'il soit connoté négativement, c'est un réactionnaire orthodoxe, c'est un anti-moderne, c'est tout le contraire d'un libéral de centre-gauche des temps présents. Donc là, ils se révoltent, pas eux, mais plusieurs se révoltent contre Solzhenitsyn en disant « Ah ben finalement, c'était peut-être une œuvre importante, mais ça ne l'est plus, parce qu'il n'a pas les bonnes valeurs pour s'opposer au communisme, donc là, on l'a traité de fasciste et de tous les noms. » C'est quand même fascinant. Et aujourd'hui, l'œuvre de Solzhenitsyn est une œuvre, pour certains, ambivalente, mais pour moi, essentielle. Quand on lit l'Archipel du Goulag, on comprend, je le redis, c'est une plongée dans la falsification du monde. Tantôt, on va parler là, de l'évolution idéologique de Solzhenitsyn, mais il sort son livre, donc 50 ans en 2023, il sort son livre en 1973. Quel est le climat politique lorsque ce livre-là sort? Mais c'est un pavé dans la mare, j'imagine que c'était très mal reçu, là. Dans les milieux intellectuels parisiens, parce que c'est là que la réception se joue. Hein. La réception se joue essentiellement à Paris, puis ensuite ailleurs en Occident. Il y a le milieu intellectuel est globalement marxiste, crypto-marxiste, philo-marxiste, et puis ceux qui sont pas marxistes sont les ex-marxistes. Donc, disons ça comme ça. Donc, il y a une espèce d'hégémonie, et Solzhenitsyn, lui, ne se contente pas parce qu'on acceptait ceux qui, appelons ça, critiquaient de l'intérieur le système, qui disaient ça a été mal appliqué, ça pourrait être appliqué autrement, il y aurait moyen de faire autre chose. Lui, il dit non, je condamne le noyau métaphysique même de cette philosophie, de cette idéologie. Ce qui provoque une réaction très vive. Il va être effectivement traité de fasciste de tous les noms. C'est fascinant. Pardon, avec une espèce de négation du réel, comme on l'a rarement vu. Ensuite, le climat va évoluer. Le climat va évoluer. Raymond Aron a écrit des choses essentielles sur ça dans ses mémoires. Quand il notait, notamment, il dit « c'est un prophète venu de l'Est ». Puis il y avait d'ailleurs l'allure. Pour ceux qui connaissent pas le visage de Solzhenitsyn, il y avait l'allure. Il y avait une tête de pope russe. Puis j'ajoute pour ceux qui... il s'est ensuite exilé aux États-Unis, soit dit en passant. Il a failli le faire au Canada. Il a failli s'installer, mais plus qu'au Canada. Au Québec, c'est encore mieux. Dans les cantons de l'Est. Mais finalement, il s'est installé au Vermont, si je me trompe pas. Oui. Ceux d'entre vous qui avaient un peu de temps, allez sur YouTube, regardez l'interview, plutôt le documentaire. Oh, non. Oui, ça fonctionne. Donc le portrait, le reportage que Bernard Pivot a fait dans le cadre d'Apostrophe, si je ne me trompe pas, sur Solzhenitsyn au Vermont. Et on voit le Pope qui écrit, toute sa vie est organisée autour de l'écriture, il coupe, il casse du bois, il hache du bois avec une hache, son épouse est là avec lui. C'est un système, en fait, de production d'une œuvre immense. C'est Tolstoï. Mais à la fin, il ressemblait à Tolstoï. Il vivait un peu là, il était janséniste, il n'y avait pas grand-chose. D'ailleurs, c'était un peu bizarre parce que j'avais l'impression, moi, en voyant des images au Vermont, qu'il avait quasiment reconstitué un goulag pour lui tout seul, un camp de concentration avec des miradors, puis tout ça, assez particulier. Et j'ai lu les derniers essais de Solzhenitsyn. Et écoute, c'était très antisémite. Il y a vraiment il y a un malaise. Ça, je suis pas d'accord. Ah non? Je suis pas d'accord. Moi, Daniel Mahoney, qui est un grand expert de Solzhenitsyn, s'est penché sur ça. Puis il a cherché à comprendre la relation. Je pense que le titre du livre, c'est 2 siècles ensemble, si je me trompe pas. Et il s'est penché sur cette question. Et le bilan qu'il en fait, je suis plutôt d'accord avec Mahoney, c'est que Solzhenitsyn n'est pas antisémite. Et il dit, il peut avoir des propos malheureux ici et là, mais l'antisémitisme, si on pense ça comme une névrose, une passion malsaine, une obsession avec les Juifs, non. Il peut avoir des propos malheureux, ça je pense que tous en conviennent, beaucoup de propos incompris aussi, mais l'idée de faire de Solzhenitsyn un antisémite, c'est un peu comme quand on fait par exemple du Chanoine Groulx un antisémite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelquefois des préjugés qui sont présents dans son œuvre, je dis que c'est pas du tout un élément qui structure ni son œuvre, ni sa pensée, ni sa philosophie, ni sa vie d'ailleurs.
Écoute, il y a 2 grands livres qui ont ébranlé les colonnes du communisme. C'est L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn et Vie et destin de Valéry Grossman. Qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce que c'est Grossman qui est venu avant Solzhenitsyn? C'est dans la... De mémoire, Solzhenitsyn vient après, mais je suis pas certain. Il faudrait que je vérifie. J'ai pas la référence à l'esprit. J'ajouterais 2 ou 3 autres livres, si je peux me permettre. Le Zéro et l'infini d'Arthur Koestler. Oui. Le Zéro et l'infini d'Arthur Koestler, qui décrit incroyablement bien les procès de Moscou. C'est quand même quelque chose, là. Il décrit le fonctionnement, la psychologie de ceux qui plaident coupables sans l'être au procès de Moscou. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il se dit, si je plaide coupable, c'est que le parti l'exige et c'est bon pour la révolution. Donc, je vais me sacrifier moi-même pour que l'histoire se poursuive. Et si je dois me dire coupable, même si je le suis pas, si le parti le demande parce qu'il pense que c'est bon pour la révolution, je vais le faire. C'est quand même fascinant. J'ajouterais aussi 1984, quoi qu'on en dise. Ben oui. C'est une critique du communisme, mais vue de l'extérieur, mais qui a tout vu, en fait, ce système aussi. C'est ça. Alors, il y a des gens qui disaient, ouais, le communisme, c'était bon, ça a été mal appliqué. Lui disait, le verre était dans la pomme, dès le début. Le goulag était dans l'idée originelle du communisme. Ce n'est pas un accident de parcours. C'est exactement ça. Ceux qui se disent Staline a trahi Lénine se trompent. Je veux dire, Lénine, tout est dans Lénine, et je dirais Lénine est un héritier du marxisme, un véritable héritier du marxisme. Parce que Marx nous dit c'est une société idéale que je vous propose. Mais si la société idéale, vous n'en voulez pas, et moi je vous propose l'émancipation absolue du genre humain. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous êtes contre l'émancipation du genre humain. Donc, vous êtes un ennemi de l'humanité. Donc, on va vous réserver un mauvais sort. Et de ce point de vue, toute pensée utopiste, pas toute utopie, mais toute pensée utopiste porte en elle la possibilité totalitaire. C'est la formule de Jean Roy, un professeur de philosophie québécois. Toute utopie qui s'ignore est grosse d'une tyrannie. Alors, toi, tu as écrit le totalitarisme sans le goulag. Lui, c'était le totalitarisme avec le goulag. Merci, Mathieu. On se reparle demain. Salut, bonne journée.